je dis toujours que la vérité, elle est un peu toujours entre les deux. Et que tu vois, on a tendance à vouloir avoir une vision binaire des choses. Mais pendant 11 000 ans, on a su faire de l'agriculture sans que la vie s'effondre sur Terre. Du coup, l'homme, il a été en harmonie, entre guillemets, hein, avec un biotope dans lequel il n'avait pas une action si mortifère sur son environnement. Donc, il ne faut pas tout mélanger, il faut faire attention. Et il faut être très subtil, et le diable est dans les détails. Et en l'occurrence, ce vivant, il a coévolué avec l'homme qui a modifié ses environnements, dont l'histoire des marques dont tu parles actuellement, parce qu'il avait besoin de donner de l'eau à ses bêtes et qu'il a creusé des endroits où il y avait des résurgences ou des retenues d'eau pour pouvoir donner à boire à son bétail. Et en l'occurrence, ce maillage de points d'eau, la nature s'est adaptée, habituée à coévoluer, mais lentement. En fait, ça s'est fait sur des milliers d'années, il ne faut pas oublier. Après la veillée nocturne, je retourne voir les mares avec Rodolphe Landemaine, 2 jours, sous la pluie. Entrepreneur, boulanger, visionnaire, hyperactif, passionné de réensauvagement, c'est lui qui a fondé le projet du Costil en 2022. Dans l'épisode 124, il me partageait sa vision du réensauvagement. Nous étions installés dans son bureau, au-dessus de l'une de ses boulangeries véganes à Paris. Ce nouvel échange me permet de comprendre que Rodolphe croit dur comme fer que des dizaines de milliers d'hectares doivent être réensauvagés pour permettre aux vivants de se régénérer dans un contexte de destruction massive par l'être humain. Et ce réensauvagement a sa place au milieu d'autres pratiques de régénération du vivant, comme les pratiques agroécologiques. Tout ça doit se tisser. On parle ensemble d'amnésie environnementale générationnelle, de ciel noir des tourneaux, d'évolution du regard sur les mares quand on apprend à connaître un lieu, d'entrepreneurs à succès qui veulent briller et ne savent pas quoi faire de leur argent. Je suis Opaline et vous écoutez le podcast Agroécologie voyageuse. Cet épisode fait partie de la saison 5 dans la thématique Rendre l'eau à la terre et a été financé par l'association Domaine sauvage du Costil. Belle écoute. Ah, mes anges, grises. C'est quoi ta relation avec ce territoire ? C'est plus une relation où en fait, vu que tu connais un petit peu plus, tu sais ton environnement, les arbres, etc., tu as encore plus cette envie de le protéger, d'harmoniser. Ouais. Tu vois, parce qu'au début c'est un petit peu plus impersonnel, puis après au fur et à mesure que tu te promènes, tu découvres, tu retrouves des endroits que tu adores. Et ouais, tu t'harmonises en fait avec l'endroit, quoi, tu vois. Forcément, comme on disait, tu sais, tu connais un peu plus l'endroit. Et quand tu connais, tu aimes, tu vois. Et quand tu aimes, tu protèges, ce qu'on disait l'autre fois, tu vois. De connaître un petit peu plus l'endroit, ça joue énormément. En fait, au début, il y a les années découvertes. Tu vois, les premières années, tu te promènes partout, tu découvres un site et tout. Puis après, tu connais, entre guillemets. Hein. Et là, tu sais, quand tu vas promener, quand tu sors, où est-ce que tu as envie d'aller te promener parce que tu te sens bien ici. Qu'est-ce que tu vas faire comme tour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie d'aller voir aujourd'hui? Et comme il y a plein de biotopes différents, tu sais, que ce soit le rue dans la vallée, les mares, les forêts, avec plein de types de forêts. Tu vois, hier, c'est ce qu'elle avait remarqué, Célia. On a été se promener 2 heures en fait et dit mais en 10 minutes on change complètement d'endroit, c'est plus la même atmosphère. Et ça elle a beaucoup aimé, elle c'est une vraie citadine, tu vois. Comme plein qui viennent ici hein, d'ailleurs. Mais elle connaît que dalle, tu vois. Et elle se sentait bien, c'est le principal en fait. Elle va repartir en se disant c'était chouette, je me suis détendu. C'est un espèce de premier pas refait quoi. La veille, Rodolphe faisait visiter le Costil à une amie avocate, Cécile.
Cécile vit en ville et a peu d'expérience de la nature. Quelques jours avant, un autre groupe d'entrepreneurs était venu visiter le site. Et ce premier pas, il faut qu'il soit confortable, qu'il donne envie d'aller plus loin. Comme un gâteau, une première part de gâteau, tu vois. Donc c'est ce que tu fais avec les Ouais, entrepreneurs ouais, exact. D'ailleurs, je te ferai écouter tout à l'heure le message là, tu vois, des entrepreneurs qui sont venus mercredi, la trentaine. Ouais. Elle m'a fait un message fleuve de 3 minutes en me disant la façon dont on pouvait travailler ensemble pour trouver des financements pour rénover le manoir, pour aller voir les mairies quand on fait notre séminaire à Oulgat et faire une soirée dînatoire où tu vas parler avec les élus. Enfin, tu vois, ça y est, le truc il est fait, quoi. Tu vois, les gens ils ont envie de participer et d'œuvrer pour pas que ce projet, mais pour ce type de projet en fait. Et avant, quand j'en parlais, c'était que là c'est le bon exemple, c'était que des discussions abstraites, tu vois. Et tout d'un coup ils viennent sur site et en fait c'est plus du tout la même chose. Du coup c'est Eva qui avait raison hier avec sa stratégie. Ils m'ont dit oh non mais t'inquiète pas, moi je suis sûr que que beaucoup qui ont participé voudront t'aider et œuvrer. Il y a une mare là si tu veux. Ouais, carrément. Quand j'ai envie d'aller ailleurs, par contre il y a des week-ends, j'ai envie d'aller. Parfois je suis invité ou j'ai l'occasion d'aller faire un autre week-end. Quand je reviens la semaine suivante, je suis impatient parce que 15 jours c'était long sans avoir vu ce qui s'était passé ici, tu sais. Ouais. Et là, tu vois, tout de suite, j'ai envie d'aller voir mes coins, ce qui s'est passé, comment la nature elle a évolué, est-ce que c'est les mêmes sons. On va aller là. D'où le fait de vouloir déléguer au niveau pro, ouais. Au niveau pro pour passer plus de temps ici. Passer plus de temps, mais aussi, tu sais, je pense que sans les ressources financières qu'on a, on n'aurait pas pu faire naître ce projet. Du coup, j'ai vraiment envie de continuer à développer mes entreprises, à créer de la valeur et mener des projets plus ambitieux encore, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai encore envie d'avoir cette stimulation intellectuelle aussi, pour l'instant, avec le monde des affaires. Ouais. Parce que moi, je suis un trait d'union entre ces deux mondes-là. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Et ça a l'air de porter ses fruits. C'est-à-dire qu'on ne m'attend pas... Rodolphe interrompt sa discussion business pour regarder une crotte, je précise. C'est du sanglier, ça. On t'attend pas ? On m'attend pas, tu sais, à ce positionnement-là. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un effet. En fait, on m'attend à ma place d'entrepreneur. Ouais. Tu vois, qui crée de la valeur, qui parle business plan, qui roule avec des grosses voitures. Enfin, je veux dire, les archétypes, tu vois, de celui qui entreprend, où on ne l'attend pas sur des sujets comme ça. Et en fait, moi, c'est vraiment comme ça que je l'avais imaginé au départ. Ma stratégie à long terme, c'était de dire, moi, on ne m'attend pas ici, on m'attend sur d'autres segments. Et le fait est que je porte ça en étant entrepreneur, entre guillemets, à succès, ça interpelle. Et du coup, ça réconcilie des milieux qui ne se parlent pas. Tu sais, c'est ce que je leur disais quand on se promenait l'autre fois. Chacun est dans son canal et en fait délègue la responsabilité aux autres. Genre, bah oui, mais il y a un beau volier des tourneaux là-bas. T'as vu ? Tu vas voir. Là, regarde là-bas. Ils doivent être sortis du nid, c'est les premières nichées. C'est pour ça qu'il y a des beaux voliers là. Ça veut dire... Oui, regarde. Ah ouais. Quand j'étais petit, c'était des voliers de milliers des tourneaux. Et vraiment, c'était du délire. Et mon grand-père me disait, quand j'étais petit, le ciel était noir. Non mais il me disait ça. Et moi, quand ça arrivait dans les cerisiers, je disais mais c'est incroyable, c'était des milliers. Et lui il me disait mais c'est rien, quand j'étais petit, c'était le ciel était noir. Ouais. L'amnésie écologique, tu sais. Ouais, ça fait une belle transition avec ce que je voulais qu'on aborde aujourd'hui. Tu me disais donc que tu as vu le remembrement. Ouais. Dans les années 80 chez 80 moi. chez toi. 87, il me semble. Voilà. Et que tu l'as dans tes tripes, en fait, cette chose que tu as vécue et qui explique notamment pourquoi tu as voulu acheter ce domaine et créer tout ce que tu crées. Ouais. Tu co-crées. Et en fait, donc, je voulais faire le lien avec la mare devant laquelle on est,
Le domaine a 11 mares, 12. 12 mares, ouais. Et il y a 2 jours, on a fait une soirée nocturne où on a vraiment observé tout ce qui vit là et l'importance de ces points d'eau qui, je ne le savais pas, honte sur moi, à la base, avaient été créés par les paysans, par l'homme, pour abreuver les animaux notamment. Et petit à petit, ont disparu. On a perdu 1 million de points d'eau depuis le début du remembrement, en même temps que les 750 000 km de haies. Et en fait, ici, vous avez restauré des mares pour permettre à la vie de s'y développer, à tout un tas de tritons, de grenouilles, de ditiques, de couleuvres à collier, d'hirondelles et d'oiseaux qui viennent boire là, les chauves-souris et tous les mammifères. Enfin bref, il y a énormément de vie. Je voulais te remercier déjà, parce que sans le fait d'acheter ce domaine et de créer l'association et tout ça, ces mares ne seraient pas là. Toi, qu'est-ce que ça te fait, pour poursuivre la discussion qu'on avait en arrivant ici, de voir cette évolution? Qu'est-ce que tu ressens? Et qu'est-ce que ça te fait aussi? Tu m'avais expliqué il y a quelques mois que le réensauvagement, pour toi, c'était quand même des endroits où il y avait très peu d'action de l'homme. Exact. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'à la base, la mare avait été créée par l'humain? Moi, ça me plaît beaucoup parce que je dis toujours que la vérité, elle est un peu toujours entre les deux. Et que tu vois, on a tendance à vouloir avoir une vision binaire des choses. Mais pendant 11 000 ans, on a su faire de l'agriculture sans que la vie s'effondre sur Terre. Du coup, l'homme, il a été en harmonie, entre guillemets, avec un biotope dans lequel il n'avait pas une action si mortifère sur son environnement. Donc il ne faut pas tout mélanger, il faut faire attention. Et il faut être très subtil, et le diable est dans les détails. Et en l'occurrence, ce vivant, il a coévolué avec l'homme qui a modifié ses environnements, dont l'histoire des marques dont tu parles actuellement, parce qu'il avait besoin de donner de l'eau à ses bêtes et qu'il a creusé des endroits où il y avait des résurgences ou des retenues d'eau pour pouvoir donner à boire à son bétail. Et en l'occurrence, ce maillage de points d'eau, la nature s'est adaptée, habituée à coévoluer, mais lentement. En fait, ça s'est fait sur des milliers d'années, il ne faut pas oublier. Et peut-être qu'avant, il y avait déjà des points d'eau pour tous les mammifères beaucoup plus gros qui vivaient. Bien sûr. En fait, on en avait parlé avec Gilbert Cochet. Il m'expliquait la façon dont les animaux faisaient des points d'eau en se mettant dans la boue, tu sais, en se roulant dans la boue, dans les endroits où il y avait des résurgences. Donc en fait, c'est juste que nous, on a favorisé la multiplication de ces points d'eau-là. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que post-Deuxième Guerre mondiale, l'accélération en fait, des changements des biotopes ont fait que la nature n'a pas réussi à suivre. En fait, c'est juste que ça a été trop rapide et soudain. Les haies disparaissent à la vitesse de la lumière, les points d'eau, on arrache les haies, les forêts, tout. Et tout d'un coup, faut s'imaginer toute cette vie qui se dit « mais moi, où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais me reproduire? Où est-ce que je vais pondre? Où est-ce que je vais me nourrir? Où est-ce que je vais nidifier ?» Et l'humain, il a occulté cette vie-là. L'altérité, cette dimension, il s'est focalisé sur la production, sur le fait d'avoir des zones plus pratiques à produire, plus faciles, avec plus de rendement. Et il a poussé peut-être l'expérience un peu trop loin parce que les conséquences de ça, c'est l'effondrement dont on parle de la vie en fait dans nos campagnes. Tout ça pour dire que, faut toujours être subtil quand on analyse les choses et pas dire oui, c'est que de la faute. Tu vois, c'est un peu plus délicat que ça. Il faut bien comprendre les enjeux, comparaison des paraisons. 2, qu'il est toujours temps de faire pas marche arrière, mais de corriger les erreurs qui ont été faites et de concevoir une autre typologie d'agriculture qui peut très bien se marier avec une agriculture productiviste aussi. Moi, je pense que c'est plutôt, tu sais, plein de choses côte à côte et pas une seule vision des choses. Et par exemple, la libre évolution, c'est tout à fait envisageable sur une partie du territoire, avec à côté de la production de nourriture comme on est en train de le faire. C'est pas du tout antinomique, c'est pas l'opposé. Enfin, je pense que c'est ça encore une fois, c'est qu'on pense toujours un seul modèle. Mais en fait, ça peut être plein de modèles hybrides qui se côtoient. Par exemple, tu peux avoir une ferme de production de céréales, plein de fermes agroécologiques de maraîchage sur sol vivant, et des zones de libre évolution, tout ça sur un même territoire, c'est pas inenvisageable. Et nous, on va dire non, le modèle c'est celui-ci, ou non, il faut absolument tout réensauvager, ou non, il faut que des modèles agroécologiques.
Bah en fait, souvent, la vérité, elle est un peu entre tout, quoi. Et puis après, moi, à titre personnel, bien sûr que ça me fait tellement plaisir parce que ça donne du sens à ce que j'ai fait. J'ai fait carrière, j'ai fait fortune, entre guillemets, et je fais un truc qui m'anime, qui me fait plaisir. Tu peux pas ne pas penser à ta petite pensée d'enfant quand que tu avais que des rêves, pas de pouvoir, mais les rêves, c'est plus fort que le reste. J'avais pas imaginé qu'un jour j'allais faire des choses comme ça, mais par contre, tu vois, j'ai pas perdu mes rêves d'enfant et finalement que je puisse mettre ma petite brique personnelle avec les ressources que j'ai financières pour pouvoir créer une zone comme ça et faire du plaidoyer autour de ça, bah, tu te dis que ce que tu as fait, ça avait du sens, quoi. Encore une fois, je dis à tous ceux qui sont très radicaux des deux sens, soyez pas dogmatiques et parlons avec tout le monde pour imaginer des choses qui soient possibles et pas un espèce de réenchantement d'un passé réifié qui n'existait pas. Personne n'a envie de revenir à l'époque de Zola, tu vois. Donc toi, ton rêve, ce serait qu'il y ait des très 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 grandes zones Ouais. où le vivant se déploie. Ouais. C'est des zones de pleine naturalité, c'est les zones dans lesquelles en fait la vie se régénère. Et quand on aura évolué sur les questions agricoles ou là où tout se joue, hein, t'as vu le tarier-patte qui est là-bas, sur la petite tige là-bas? Oh, trop bien. Il est beau, hein. Et en fait, je les considère vraiment comme des grandes zones où la vie se régénère, tu sais, et elle va venir ensemencer après autour, quand on aura évolué sur ces questions-là et qu'on laissera de la place aux vivants. Il faut absolument des grandes zones qui montrent que que ça fonctionne et qu'on va pouvoir, et qu'elles vont réensemencer, ouais, tu vois, autour après. Et ce qu'on disait hier, et après il pleut, la mare se remplit, mais nous on ne veut pas être trop mouillés. Les grenouilles sont contentes, mais même les arbres sont contents, tout le monde est content. Tout le monde est content. Et nous, ça nous fait nous sentir vivants. Bref, ce que tu disais hier, enfin ce qu'on échangeait, c'est que ces zones-là, comme ici le Costil, peuvent permettre de revenir en arrière dans l'amnésie environnementale générationnelle, c'est-à-dire le fait il faut des zones comme ça pour que les gens reviennent dans ces bulles de comment c'était avant, à quel point le vivant peut être abondant pour avoir un exemple et pour se souvenir. Mais complètement. Il y a cette notion de cette amnésie écologique dont on parle tout le temps, où chaque génération dit c'était comme ça avant et c'est affreux, enfin c'est affreux, c'est dur parce que tu n'arrives pas à te l'imaginer. Quand tu viens ici, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup plus de vie, mais c'est encore epsilon comparé à ce qu'il y avait probablement il y a 100 ans et qu'on n'est pas capable d'imaginer parce qu'on n'y était pas. Mais quand on écoute les anciens, en l'occurrence ici, tu vois, qui te disent qu'il y avait des centaines de lapins dans la vallée, etc. Enfin, tu te dis des perdrix, tout, et qu'il n'y a plus rien. C'est difficile de le concevoir. Et donc, oui, on a hâte de voir à 10, 20 ans comment un territoire comme ça va se densifier. Et oui, et de faire du plaidoyer, d'amener les gens et de montrer ce que c'est en fait un écosystème vivant, quoi. Parce qu'ils pensent que les campagnes, c'est la nature, mais les campagnes, il n'y a plus rien dans les campagnes, en fait, comparé à ce qu'il y avait avant. Et donc, oui, même nous, on est là en train d'étudier, de regarder, de voir ce qui va se passer, mais on est encore loin d'avoir les perdrix d'autrefois, les faisans, les lapins, enfin, tu vois, tout ce qu'il y avait et qui a quand même vachement disparu, quoi. Les milliers de mésanges, quand tu parles avec les anciens, ils te parlaient milliers d'hirondelles. Tu vois, c'était fou. Et nous, on est encore avec quelques couples par-ci par-là, mais on a des signes encourageants. Mais je veux dire, c'est encore loin de la densité de vie qu'il y avait avant. Donc, il faudrait mener des projets comme ça à l'échelle d'une région, enfin des projets beaucoup plus ambitieux. Et voilà, en tout cas, déjà, on voit qu'en 4, 5, 6 ans, en fait, que la vitesse à laquelle ça se régénère sur un jardin, parce que 200 hectares, c'est un jardin, mais on voit que la vie s'y engouffre à toute vitesse, en fait. Et qu'elle trouve juste les conditions pour se perpétuer, quoi. Et du coup, si tu l'imagines sur 10, 100 fois plus grand, forcément, tu peux imaginer que ça peut être encore plus fort que ce qu'on découvre là. Et pourtant, les naturalistes sont surpris de ce qu'ils voient là, en si peu de temps. Les fourmilières, les chauves-souris, tout ça. Ouais, c'est ça, il faut commencer quelque part. Mais bon, on sème des graines, et surtout, en fait, je pense que le plus important pour ceux qui ont compris,
et qui se sentent impuissants face à l'effondrement en cours, c'est qu'il y a des pistes d'espoir. Et ça, l'humain, il en a besoin. C'est-à-dire de dire, là, les gars, il y a un truc, et ça marche. C'est pas une techno avec des scientifiques qui bosseraient sur une solution qu'on n'aurait pas, tu vois, c'est juste un autre rapport avec le vivant, quoi. Enfin, un autre rapport avec ce qui nous entoure. Il y a des pistes sérieuses qui sont faciles à mettre en œuvre. En plus, qui ne sont pas si compliquées que ça. Et en fait, c'est tellement simple que je pense qu'ils en sont étonnés, tu sais. Parce qu'en fait, bah ouais, presque. Mais moi, quand j'ai découvert les travaux de Morezo, Cochet, tout ça, de tous ceux qui travaillent autour de ça, c'est exactement ce que je me suis dit. Et je me suis dit, mais c'est tellement bateau, c'est tellement logique. Et en fait, c'est une évidence. En 5 minutes de plaidoyer, c'était une déflagration. Je me suis dit, j'avais complètement zappé cette approche. En fait, de tout simplement, nous en Occident, on est tellement loin de ça. Tu sais, on va voir les grandes réserves africaines, Yellowstone, les parcs du Serengeti, et on se dit, mais oui, on l'a plus en fait chez nous. Donc c'est ça, tu vois, c'est de dire, mais des grandes zones comme ça, où je suis sûr qu'en plus des milliers de personnes voudraient venir voir ça. C'est déjà le cas chez nous, alors t'imagines s'il y avait 10 000 hectares. Et après, peut-être réintroduire des grands herbivores et mener des projets encore plus ambitieux. En plus, en France, il y a la surface, il y a le territoire pour. Donc voilà, donc tu vois, être pas binaire dans sa vision des choses. Très important. Parler et pas être contre. Faire des ponts. Ouais, mutualiser, faire des ponts avec tous ceux. Tu vois, de pas venir dire aux agriculteurs qu'à 1000 hectares, t'es un con, t'as fait n'importe quoi. Mais plutôt lui expliquer les dangers de cette typologie d'agriculture et peut-être d'imaginer d'autres pistes. Et l'écouter déjà. Et l'écouter aussi, il a ses problématiques aussi. Ouais, et puis il sait en fait ce qu'il fait. Exactement. Il n'y en a pas beaucoup des gens qui font intentionnellement totalement ce qu'ils font. Et après, à titre personnel, et ça j'en suis sûr, peu finalement ont une vision très claire de leur chemin de vie. Parfois, ils sont en réussite financière, ils ne savent pas trop pourquoi, ce qu'ils feront de tout cet argent. Et là, ça peut être une piste de choses cool, tu vois, une forme, pas de rédemption, c'est un peu osé, mais de dire j'ai participé, œuvré pour transmettre une terre habitable. En plus, tous ceux qui ont des enfants, ils peuvent probablement mieux comprendre ce message. Parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont un peu perdus. Et en fait, ils font des conneries d'adolescents. Et ils le savent, c'est ça qui est grave. C'est quand tu parles et que tu dis... Enfin, ils en rigolent, il y a un peu d'autodérision parce qu'en fait, tout ce qu'ils ont envie, c'est de briller, tu vois. Qu'on dise, ouais, t'es fort, t'es beau, putain, t'as une belle voiture. En fait, c'est des enfants, quoi. C'est pas méchant, mais ils savent même pas trop pourquoi... en fait, ils savent même pas trop comment donner de la suite à leur réussite pro. Et finalement, la boucle, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ça au lieu de toujours avoir plus grand, plus... Tu vois, ils sont même pas plus heureux. Et du coup, en fait, ils suivent des schémas, tu sais, préconçus, et juste pour qu'on leur dise qu'on les aime, quoi. Et on les invite, les médias les invitent, on leur dit que c'est trop bien, qu'ils ont réussi, qu'ils sont beaux, qu'ils sont forts, qu'ils créent des emplois. Et puis, ils ont l'impression d'être Dieu, quoi. Alors qu'en fait, en attribuant un pourcentage pour l'intérêt général de leur entreprise, ça ne changerait pas du tout leurs affaires et ça pourrait tellement amender les tissus associatifs divers et variés, quoi. Moi, je parle de dividende écologique, j'aime beaucoup ce terme-là, c'est de dire, bon, on a fait plein de conneries, bah, fléchons 10, 20, 30% de nos ressources vers la réhabilitation, la régénération, la restauration de tout ce qui a été abîmé, quoi, altéré. Et ça ne changerait rien. Et nous, c'est ce qu'on porte, tu vois, avec cette entreprise un peu hybride entre l'intérêt général et la création de valeur. Et ça marche. Donc, c'est pas une utopie, tu vois. Est-ce que c'était ton dernier mot? C'était mon dernier mot. Patrick. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Je suis pas à la télé. Ça devait être quelque chose comme ça. Ok, et bah écoute, on peut y aller, ouais. On va par là. Ouais. On va aller tout droit. Ouais. On va prendre le chemin là et on le reprend. Peut-être pour pas se foutre les pieds dans l'eau. C'est peut-être mieux.
Alors là, j'ai laissé le micro sur Rodolphe après la fin de notre échange, ce qui nous permet d'aborder des sujets encore différents. Arrêtons chacun dans nos canaux et surtout arrêtons de déléguer les problèmes au monde scientifique ou associatif ou politique. Je trouve que c'est vraiment ce que savent trop bien faire les entrepreneurs, c'est dire ça c'est pas mon problème, moi je fais de la valeur, je crée de la valeur. Et ça c'est un problème pour Peter Salinger, l'effondrement de la vie. Ouais, c'est ça. Mais je suis désolé, mais tu dépends directement de l'écosystème en bonne santé pour créer de la valeur. C'est ça que tu piges pas, mec. En fait, tout est interconnecté. Tout est interconnecté et en 80%, tu sais, de la valeur créée par les entreprises dans le monde dépend des écosystèmes en bonne santé. Donc en fait, la déléguer à des scientifiques ou des politiques ou des assos, c'est juste pas vouloir se faire chier avec ces problèmes-là, quoi. Et se dire que c'est pas moi qui est la cause du problème. Donc en fait, il faut prendre sa part de responsabilité, quoi. Est-ce que tu peux me raconter des moments qu'il y a eu avec des entrepreneurs qui sont venus ici, qui montrent avec quoi ils repartent, tu vois, ce qu'ils apprennent Les petites anecdotes, c'est plus, tu sais, les messages après quelques jours où ils ont digéré, où tu te rends compte que ça a maturé parfois plus que ce que tu avais imaginé, et qu'en fait, tu as un message qui vient du cœur, déjà, qui n'est pas très cérébral, et qui dit, en substance, tu vois, tu sens, en fait, il y a souvent le mot, on est boosté, on est remotivé, tu vois, ça je l'ai souvent. Ouais. Ça nous a reboosté, ça nous a remotivé à passer à l'action. Parfois, tu sais, il tourne autour du pot pendant des mois, des années, à se dire qu'il faudrait, il y a qu'à, mais qu'est-ce qu'on pourrait. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, c'est ce que disait Rob Hopkins, il avait raison. En fait, il voudrait une matrice, il y a une espèce de BP clair sur la façon dont on pourrait s'y prendre pour faire cette transition. Mais on ne l'a pas. Donc, il faut accepter l'inconnu, l'incertitude, et donc marcher dans un brouillard. Et nous, on n'a pas la prétention de dire qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. On est aussi piégé sur ce petit bout de caillou avec tous les problèmes qu'on connaît. Mais par contre, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut absolument préserver les conditions de la vie sur Terre. Ça, c'est non négociable. Ce n'est pas des conventions contingentes entre les humains. Les problèmes de Gaza, d'Ukraine, du Pakistan, de tout ça, de Trump. En fait, tout s'arrête si demain il n'y a plus les conditions de vie sur Terre. Et c'est ça que les gens ils doivent comprendre. C'est qu'après nos petits problèmes à nous, qui sont des problèmes politiques, ou d'énergie, ou de ressources, après il y a des sujets un peu malthusiens qu'on pourrait aborder, mais c'est d'abord endiguer l'effondrement de la vie sur Terre, tu vois. Sinon, ça ressemblera à quoi la vie dans un siècle? Ça prend une tournure orwellienne, quoi, tu vois, quand même. Ça fait flipper, quoi. Ce qui a été écrit dans les années 70-80, c'est clairement en train d'arriver, quoi. Moi, j'aborde jamais ces sujets parce que c'est un peu délicat, mais tu vois que les gens sont perdus. Ils sont paumés. Dans les villes, ils sont paumés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment, ils scrollent, ils vont bouffer des trucs, ils sont à la ramasse, ils n'ont plus de sens, il n'y a plus rien qui les guide. Ils sont faciles à manipuler parce qu'ils sont complètement aliénés, en fait. Aliénés, c'est le bon mot. Et en fait, ils sont là, ils vont bosser, ils rentrent, il va sur Netflix, il boit du coca. Il a perdu ce pourquoi il est là, quoi, tu vois. Et par contre, reconnecté à ça, j'ai remarqué que ça en sauvait quelques-uns. Alors à propos du non-agir, c'est une citation de Fukuoka qui dit
Quand on a compris qu'on perd joie et bonheur dans l'effort de les posséder, l'essentiel de l'agriculture naturelle est accompli. Et je m'appelle Clara et j'essaye d'être en transition justement vers une forme d'agriculture naturelle. La portance des arbres, fruitiers et vignes, dans la lenteur de leurs pousses, inscrit des gestes de reconnaissance et des liens. Les liens du lignage trouvent un appui silencieux dans la constance du ligneux. Le verger n'est pas qu'un lieu de production fruitière. Il est aussi un catalyseur de ces liaisons amoureuses et fructueuses qui nous font être. Un verger est une forme de soin intergénérationnel matérialisé. Il faut du temps pour faire un verger, pour accompagner la croissance lente mais constante des jeunes plants, pour les ménager, les choisir comme autant de promesses de saveurs à venir. Ulysse au verger doit retrouver dans la taille des oliviers ou des poiriers des silhouettes que son père a dû tracer pour leur formation. Peut-être même que dans une lointaine analogie, la taille de formation de l'olivier lui fait se souvenir des gestes et paroles sûrs de son père pour sa propre formation d'humain, de fils. Élève-t-on un arbre et un enfant avec la même disposition ? Du tuteur à l'instituteur, y a-t-il plus qu'un air de famille ? Un verger, c'est aussi des gestes de soins répétés, année après année, qui arrosent, soutiennent ces végétaux, créatures du silence, nettoient leurs branches cassées ou gelées, élaguent les gourmands, prennent soin de la ligne maîtresse. C'est aussi la joie d'une reconnaissance, voire une gratitude dans la récolte. Je m'appelle Blandine, j'habite depuis 4 ans en Normandie où je développe quelques racines sur un territoire dont je prends soin et qui prend soin de moi. Le monde n'a pas besoin d'être changé, il a besoin d'être aimé. A. Di Mello. Eva, je suis une part de l'association du Costil. Pour comprendre ce que peuvent les plantes, il s'agit d'abord de comprendre le grand problème à l'origine de leur forme de vie, l'immobilité. Quand la saison change, elles ne peuvent pas, comme les hirondelles, les buses ou les vautours percoptères, partir vers des terres plus clémentes. Elles ne peuvent pas se réfugier, comme les marmottes, les ours ou les écureuils, dans une tanière ou un nid duveteux. Elles sont coincées ici, là où elles sont nées. Parce qu'elles ne peuvent pas changer leur lieu de vie, la lignée des plantes a trouvé alors cette élégante solution, se changer elle-même. Mais cette solution implique alors de développer une manière d'exister particulièrement exigeante, se rendre hypersensible à la moindre variation du monde autour et agir en conséquence. Parmi ces variations, il y a une à laquelle la plante est particulièrement réceptive. On le comprend aisément car c'est sa source principale de vie, la variation de la lumière. Comme la rétine de notre œil, les feuilles des plantes possèdent des photorécepteurs. Grâce à eux, une plante reconnaît le matin, sait qu'il est midi et que vient la nuit. Le matin, les rayons du spectre lumineux du soleil captés par la plante sont majoritairement des rayons infrarouges. À midi, la plante commence à capter plus de rayons rouges que d'infrarouges. Au crépuscule, elle ne capte plus que les rayons infrarouges. Or, une plante a la mémoire de la lumière. Elle se souvient de la couleur des derniers rayons qu'elle a captés. Si c'était des rayons infrarouges et qu'ensuite aucun autre type de rayon n'est arrivé, alors la plante peut en être certaine, c'est la nuit. Le pas de temps entre ces derniers rayons infrarouges du coucher du soleil, l'absence de rayons et les premiers rayons infrarouges du matin permet à la plante de savoir quelle est la saison et ce qu'elle doit faire en conséquence. C'est ainsi sa grande sensibilité à la nuit qui fait qu'elle sait quand vient l'automne, l'hiver et quand revient le printemps.
Les jours se font plus courts, les nuits plus longues. Voici un constat multispécifique que nous partageons avec les plantes chaque année. Voilà, c'était Apprendre à voir, Estelle Zong-Mingual. Et lu par Céline Duval. Moi, j'ai juste envie de dire que j'ai trouvé ma place dans les vivants, dans le maillon de la chaîne, des cycles en fait. Et j'ai pas, je suis plus, enfin, en gros, j'ai été artiste, j'ai été prof, j'ai été plein de choses, mais je suis plus rien de tout ça et je suis juste entremetteuse, un lien entre deux choses en fait. Donc voilà, je suis dans le cycle du vivant, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Pourquoi devrait-on des égards au monde vivant ? Mais parce que c'est lui qui a fait nos corps et nos esprits capables d'émotions, de joie, de sens. C'est le monde vivant qui a sculpté toutes nos facultés jusqu'aux plus émancipatrices dans un tissage constitutif avec les autres formes de vie. C'est lui qui nous maintient debout face à la mort, par sa perfusion continue et joyeuse de vie. Cela s'appelle entre autres respirer. Maria Carr, humaine. Ces textes ont été lus par 4 humaines qui font partie de l'écosystème du domaine du Costil. Ils proviennent de 4 ouvrages. Le Jardin sauvage de Yann Lopez, Manière d'être vivant de Baptiste Morisot, Apprendre à voir de Estelle Zong-Mingual et Je est un nous de Jean-Philippe Pierron. Et voilà, ce reportage au domaine du Costil est terminé. Maintenant, je vous propose de prendre simplement quelques secondes pour respirer en silence, faire pause dans votre vie qui doit être trépidante et ressentir dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, ce que vous a apporté cette écoute. Quelle est la chose avec laquelle vous repartez ? À votre tour maintenant de contribuer à la régénération du vivant. Ma première proposition, envoyez cet épisode à 3 personnes de votre choix, et notamment des personnes qui auraient envie de mettre leur argent dans un projet de réensauvagement, et pas dans une banque. Deuxième proposition, laissez-moi un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute, et notez le podcast avec 5 étoiles. Troisième proposition, abonnez-vous au Mycélien, et recevez chaque mois les derniers épisodes, et des ressources pour nourrir votre agroécologie intérieure. Et le meilleur pour la fin, consacrez une partie de votre argent à favoriser l'essaimage de l'agroécologie, en soutenant mon travail par un don, petit ou grand. Tous les liens sont en description de l'épisode. À bientôt, et pensez à mettre les mains dans la terre. Elle en a grand besoin, et ça vous fera beaucoup de bien.